Cactus, l'entretien du jour reçoit Ali Soumaré, conseiller régional d'Île-de-France du Parti socialiste. Avec lui, nous évoquons les questions de politique française et internationale. Nous nous sommes intéressés aux émeutes qui ont embrasé les banlieues françaises en 2005 et 2007. Et enfin, Ali Soumaré nous en dit plus le concernant. Ali Soumaré, bienvenue. Merci. Qui croit encore à la politique de François Hollande et de Manuel Valls? Moi? Enfin, plus que moi. Enfin, croire, c'est vrai que c'est compliqué quand on est au gouvernement et qu'on est dans un contexte de crise politique, financière, sociale. Donc les gens ont du mal à croire. Mais l'objectif, c'est effectivement d'arriver au bout, de pouvoir faire les réformes nécessaires et de convaincre les gens qu'elles étaient utiles. Mais alors, comment expliquez-vous cette impopularité aussi record qu'on n'a jamais vue concernant un chef de l'État et son gouvernement? Il faudrait plus d'une émission pour pouvoir décortiquer, mais il y a un premier facteur, une première constante, si je peux dire ça comme ça, c'est de fait, quand on est en responsabilité, la popularité baisse, donc ça c'est indéniable. Le deuxième élément, c'est le contexte que je disais tout à l'heure, le contexte de crise dans lequel nous sommes, donc qui pousse une défiance vis-à-vis du monde politique. S'ajoute à ça en plus des événements fâcheux en lien avec la démocratie, des comportements d'élus, des fautes politiques qu'on a pu commettre, disons-le très clairement, qui peuvent, tout ça mis bout à bout, ça explique, en tout cas en partie, de mon point de vue, la chute de popularité. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché au Parti socialiste ? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Parti socialiste marche, enfin il fonctionne. On a encore une fois des difficultés. Je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable en disant ça. Il y a des difficultés. Je crois que d'abord il faut distinguer. Il y a le rôle du Parti socialiste, qui est une organisation politique, et il y a le gouvernement, dont une grosse partie est issue du Parti socialiste. D'abord, le contexte général, c'est qu'il y a une attente particulière vis-à-vis de la gauche. On était dans un contexte, souvent on est très exigeant vis-à-vis de la gauche, parce que c'est les gens les plus modestes qui sont aujourd'hui en attente et qui sont bien souvent notre électorat. Donc ce qui fonde l'exigence de mon point de vue. Ce qui ne fonctionne pas, je pense, il y a un problème de pédagogie qu'on a essayé et qu'on essaie toujours de pouvoir caler. Il y a la conjoncture, mais il y a aussi des erreurs qui ont été faites, des comportements qui sont à sanctionner. Et tout ça mis bout à bout, le Français lambda qui nous regarde avec non seulement une critique, il y a le sentiment que son quotidien n'avance pas, parce qu'il faut du temps pour pouvoir faire les réformes, et à côté de ça, on a des élus qui oublient de déclarer leurs impôts, on a des comportements compliqués, et bien tout ça, ça participe au sentiment de ras-le-bol. Et selon vous, le gouvernement actuellement exerce une politique de gauche ? Oui. De gauche. Avec Manuel Valls au gouvernement. Avec Manuel Valls au gouvernement, et je le dis très tranquillement, parce que être de gauche au XXIe siècle, c'est pas juste sauter sur une chaise et dire social toutes les 2 secondes. Être de gauche aujourd'hui, c'est aussi s'adapter au réel. Être de gauche, c'est la réforme qu'on a mis en place qui vise justement à remettre 60 000 enseignants, même si c'est compliqué, plus de recruter, mais en tout cas la priorité à l'éducation nationale. L'augmentation de la prime de rentrée scolaire, c'est une mesure de gauche. Parler des questions de sécurité, je parlerai des questions de sécurité, c'est aussi de gauche, parce que ceux qui sont frappés par les questions d'insécurité, c'est avant tout ceux qui sont les plus démunis, donc c'est normal de pouvoir l'aborder. Parler de l'entreprise, c'est de gauche, parce que c'est dans l'entreprise qu'il y a des emplois, et bien souvent les gens qui en ont le plus besoin. Alors c'est vrai qu'on a un vieux débat en France où il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, d'autres qu'on peut utiliser. Moi, ce qui m'importe, en tout cas, quand on est de gauche, c'est de pouvoir régler les questions et les inégalités. Et en tout cas, ce gouvernement essaie de s'y atteler. Êtes-vous de ceux qui pensent que François Hollande s'investit davantage dans la politique extérieure plutôt que la politique intérieure? Oui et non. Oui, parce que c'est son rôle de s'investir davantage sur la politique extérieure, parce qu'il est le président de la République et il y a un Premier ministre qui est en charge des questions intérieures. Mais bien évidemment, il doit pouvoir donner le cap. Il a fixé le cap. Alors c'est vrai, c'est toujours une question de perception. Le Français qui a voté pour François Hollande, lui, ça l'importe peu de savoir à un moment donné qui s'occupe de quoi. Il a voté pour François Hollande et il entend que François Hollande répondre à l'ensemble de ses attentes. Et François Hollande, son rôle, c'est de nommer un Premier ministre qui nomme un gouvernement et qui s'occupe des affaires intérieures. Donc François Hollande fixe le cap sur les affaires intérieures, mais aussi s'occupe des affaires extérieures, mais il n'a pas vocation à se substituer au Premier ministre et aux ministres qui doivent, eux, mettre en œuvre le cap.
Et vous en pensez quoi des opérations extérieures, donc on en parlait tout à l'heure, avec notamment la politique africaine de la France, avec l'interventionnisme au Mali et en Centrafrique? Interventionnisme au Mali, je ne crois pas. Enfin, il y avait une situation, la situation, et je crois qu'il faut partir de la situation de départ. Il y avait un chaos au Mali avec des islamistes qui ont décidé d'avancer vers la capitale, vers Bamako, et donc de fragiliser encore plus toute la sous-région. François Hollande a été le sauveur? Le sauveur, je ne sais pas si ça a été le sauveur, parce qu'il y a aussi, on pourrait parler de l'armée tchadienne qui a d'ailleurs subi énormément de pertes, donc de l'Union africaine qui a joué aussi son rôle, peut-être différent, mais qui a joué... Ali Soumaré, que reste-t-il des émeutes de 2005 et de 2008, selon vous? Qu'est-ce qui reste? Il reste une banlieue qui a abandonné. Disons-le très clairement, on n'a pas réglé les problématiques relatives à la banlieue. Ce qui s'est passé, les violences urbaines qui ont eu lieu, les révoltes qui ont eu lieu en banlieue, elles sont consécutives de problématiques d'ordre social qui sont dans ces quartiers, principalement d'ordre social dans ces quartiers. Et aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits en matière en direction de la banlieue, mais pas suffisamment. Et donc aujourd'hui, il reste encore une banlieue qui demande à ce qu'on s'occupe d'elle. Mais alors justement, que faites-vous pour pouvoir éviter que les banlieues ne s'embrasent de nouveau? Qu'est-ce qui est fait, notamment en politique de la ville? Alors, qu'est-ce qui est fait? Je parlais de... Alors, c'est pas pour que les banlieues ne s'embrassent pas, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que le droit commun se mobilise et qu'on arrête cette politique paternaliste en banlieue qui consiste à avoir des politiques spécifiques vis-à-vis de la banlieue, mais en même temps, d'avoir des vrais moyens vis-à-vis de la banlieue. C'est assez paradoxal ce que je dis. En même temps, il y a des banlieues qui doivent avoir des moyens et on essaie de concentrer les moyens pour des villes comme celle-ci. Moi, vous savez, de manière très concrète, je suis conseiller régional d'Île-de-France. Je suis issu de Villiers-le-Bel et j'habite à Villiers-le-Bel et je milite à Villiers-le-Bel. Je faisais le point il n'y a pas très longtemps. Sur 10 projets structurants à Villiers-le-Bel, la région Île-de-France intervient sur l'ensemble des financements de ces projets-là. Sans la région Île-de-France, il n'y aurait pas de projet qui sortirait de terre à Villiers-le-Bel. Mais c'est valable pour tout un tas de banlieues comme ça. Parce qu'on a décidé de concentrer nos moyens sur ces territoires-là. Ce n'est pas suffisant, les gens ne le perçoivent pas tout le temps. On doit faire de la pédagogie, on doit mieux communiquer, mais on doit aussi à un moment donné faire en sorte d'arrêter le saupoudrage en banlieue, parce qu'il existe ce saupoudrage-là. Et en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui militent pour qu'on arrête de distribuer de l'argent un peu partout, mais qu'on concentre là où on en a le plus besoin. Et des villes comme Villiers-le-Bel, qui sont des villes comme les plus pauvres de France, avec des marges de manœuvre qui sont quasiment égales à zéro, on essaie de concentrer ces moyens là-bas. Est-ce que vous vous voyez à la tête de cette mairie, celle de Villiers-le-Bel? J'ai essayé. Je ne l'ai pas remporté, des raisons un peu compliquées sur lesquelles que je développerai pas, mais voilà. En tout cas, le plus important, c'est de continuer le combat à la tête peut-être un jour de la mairie de Villiers-le-Bel, d'autres. Oui, en tout cas, j'aspire, comme tout militant politique, comme tout élu, à avoir des responsabilités, à pouvoir mettre les mains dans le cambouis. C'est l'expression. Pas forcément à Villiers-le-Bel. Je l'espère à Villiers-le-Bel, parce que c'est Villiers-le-Bel qui m'a tout donné, donc j'ai envie de lui redonner ce qu'elle m'a donné. En tout cas, je l'espère à Villiers-le-Bel. Aujourd'hui, j'exerce à la région Île-de-France, donc c'est au niveau de l'ensemble de la région Île-de-France, mais mon laboratoire, si je puis dire ça comme ça, en tout cas, la ville qui m'a tout donné, c'est Villiers-le-Bel. Justement, pour mieux vous connaître, parlez-nous un peu de votre enfance. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur mon enfance? Comment vous êtes originaire d'où? Je suis donc né à Montmorency dans le Val d'Oise. Moi, je suis un pur produit du Val d'Oise. Donc, je suis arrivé à Villiers-le-Bel à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai fait toutes mes classes, si je puis dire ça comme ça, avec toutes les difficultés qu'un jeune de banlieue peut rencontrer. Mais j'ai eu une jeunesse à peu près épanouie, même si c'est pas toujours simple en banlieue. Moi, je suis un pur produit d'éducation populaire. Donc rapidement, j'ai trouvé ma voie dans l'animation socio-culturelle, et donc c'est là que j'ai décidé de pouvoir exercer. Alors je vous ai fait un résumé, on peut revenir en fonction de vos questions. Ce qui est l'essentiel pour vous connaître, qu'est-ce qu'on doit savoir de vous? Donc voilà, donc j'ai décidé de devenir animateur, militant, associatif, et c'est de là que mon engagement politique, ou en tout cas ma fougue politique a grandi jusqu'à devenir aujourd'hui conseiller régional d'Île-de-France. Et vos goûts musicaux, littéraires? Alors, mes goûts musicaux et littéraires, je suis très rap français, même avec le costume. Alors, j'écoute de tout, mais c'est vrai que si je devais faire qu'un choix, c'est le rap français, très rap français. Mes goûts littéraires, là pour le coup, c'est vraiment large
et vaste, mais dernier livre que j'ai lu, que je recommande, c'est le dernier jour des condamnés, c'est de Claude Gueux. C'est un petit ouvrage que j'ai lu au moins une centaine de fois, voilà, mais que je trouve intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre? Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire donc de ce Claude Gueux, de ce prisonnier, puisque c'est un plaidoyer politique, donc il y a toujours le lien avec la politique, et un plaidoyer qui est fait pour justement toutes les personnes qui sont incarcérées. Et donc je trouve que c'est un magnifique plaidoyer qui vise à un moment donné à mettre des mots, et je crois que c'est notre rôle, nous, en tant que politique, c'est de mettre des mots, ou en tout cas de décrire ce qui se passe dans la société et de pouvoir à un moment donné faire avancer ces questions-là. Et je trouve qu'en tout cas là-dessus, à travers ce livre, il y a un magnifique plaidoyer vis-à-vis du monde carcéral, vis-à-vis de la société et de ce que ça peut représenter dans la société. Le monde carcéral, hein, qu'est-ce qui vous évoque particulièrement? J'ai eu dans mon enfance ou dans ma jeunesse, en tout cas une erreur de jeunesse qui m'a conduit justement une expérience très courte, mais en tout cas du milieu carcéral. Et donc du coup, ça me parle d'autant plus. Vous êtes repenti aujourd'hui? Repenti, je sais pas ce que à ce niveau-là? À ce niveau-là, oui, parce que qu'on appelle ça, ça a resté une erreur. Des erreurs de parcours, j'imagine? Oui, c'est une erreur de jeunesse, mais moi je fais partie de ceux, alors il paraît que ça dénote, que tout ce que vous voulez, mais je renie rien de... Oui, vous n'avez pas de problème avec ça dans votre politique actuelle? Oui, je renie rien de mon histoire, elle fait partie de... C'est d'ailleurs tout ça qui m'a construit. Je ne sais même pas si je serais ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu mon histoire avec mes erreurs. Alors, quelles sont vos ambitions, Alice Soumaré? Les ambitions, c'est de continuer à faire de la politique, de continuer à faire avancer les choses partout où on pourra, mais en tout cas d'aller le plus haut possible. Je n'ai pas aujourd'hui de plan de carrière, de savoir ce que je ferai, mais ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire changer les choses. Alors, un intérêt particulier, on l'aura compris, avec la politique française. Et qu'en est-il alors peut-être de vos origines? Vous n'avez jamais songé à vouloir y faire de la politique? Y faire de la politique, non, parce que je suis né en France, mon histoire elle est française. Elle est française. Par contre, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique. Je n'hésite pas. D'ailleurs, pour la région, je m'occupe des coopérations avec l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'y vais régulièrement. J'étais il n'y a pas longtemps dans une tournée en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Je vais dans pas longtemps aller au Niger. Donc voilà. Donc dès que je peux, je m'intéresse. J'essaie de faire connaissance avec les dirigeants africains. En tout cas, de voir un peu comment ça bouge en Afrique, parce que on a cette vision, et je le disais encore ce matin dans une réunion, d'une Afrique où rien ne se passe, mais il se passe des choses extraordinaires en Afrique. D'ailleurs, c'est aujourd'hui en Afrique que les taux de croissance sont extrêmement importants. On a des pays comme le Sénégal qui ont 3-6% de croissance, pendant que nous, en France, on avoisine... Mais alors tout l'avenir est en Afrique, alors qu'est-ce que vous faites ici? Une partie de l'avenir est en Afrique, mais je crois qu'à un moment donné, notre rôle, en tout cas en tant que franco-africain, si je puis dire ça comme ça, notre rôle, tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'être un trait d'union. Et à travers, par exemple, les coopérations que j'anime entre la région Île-de-France et un certain nombre de coopérations africaines, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse rapprocher ces régions-là, rapprocher ces pays-là, d'apporter ma grille de lecture et ma connaissance un peu de ces sujets-là pour pouvoir les rapprocher et mener des choses ensemble. Après, chacun ses parcours. Moi, j'ai décidé de rester en France. J'ai mon seul petit frère, lui, qui s'est installé en Afrique et qui est entrepreneur. Donc voilà, les parcours sont différents. Alors, quelles sont vos références, vos modèles, les personnages auxquels vous vous identifiez? On dirait que c'est facile, mais je trouve Mandela, par exemple. Je trouve que Mandela est Qu'est-ce qui vous plaît dans son parcours? C'est la patience, le combat qu'il a pu mener. Ce qui nous laisse, c'est quand même un Mandela, pour prendre en termes d'anecdote, même si ce n'en est pas une, quand même quelqu'un qui a réussi à être ami avec son geôlier. Donc je crois que voilà, quelqu'un qui a pu mener des combats politiques, qui a pu faire en sorte de libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid. Alors, une image qui me vient à l'esprit là, c'est-à-dire que vous pourrez faire alliance éventuellement avec la droite? Il ne s'agit pas d'alliance, je crois qu'on peut ne rien renier sur le plan des idées, mais tout en étant profondément humaniste. Et vous resterez quand même du côté PS? Je resterai toujours, je pense que je resterai à vie de gauche, et particulièrement au PS, puisque je me sens... Alors, être de gauche, mais d'avoir des idées de droite, ça a l'air de vous plaire, ce concept? Non, parce que ça veut rien dire, être de gauche et avoir des idées de droite. Aujourd'hui, on a un débat, c'est très franco-français, qui consisterait à dire qu'il y aurait des mots qui appartiendraient à la droite et des mots qui appartiendraient à la gauche. C'est pas la même chose, la gauche et la droite. On est bien d'accord. C'est pas la même chose. Et il y a une vraie différence entre la gauche et la droite qui est liée à la perception qu'on peut avoir des inégalités. Et aujourd'hui, quand on est à gauche, la perception qu'on a des inégalités, elle n'est pas la même à droite. La manière de construire ces politiques publiques, elle n'est pas la même à droite. Après, on a effectivement
à gauche des débats avec ceux qui considéraient qu'ils seraient plus à gauche que d'autres, mais comme à droite, il y a les plus à droite que moi, tu meurs. Donc ils existent là, mais globalement, ce qui fait la force de la gauche qui gouverne, la gauche moderne, la gauche qui gouverne, c'est avant tout de pouvoir s'adapter aussi au monde réel. Très bien. Enfin, pour terminer, que vous souhaitez pour l'avenir, Ali Soumaré? D'être en paix avec moi-même. Très bien. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Info Newsment.